Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre troisième webinaire de l'année 2024 dédié à l'actualité des marchés de l'énergie, après les thèmes du premier trimestre qui étaient dédiés à des enjeux importants pour les entreprises que sont la réglementation CSRD ou la mesure de l'empreinte carbone à travers le bilan carbone. Vous êtes très nombreux connectés avec nous aujourd'hui, plus de 700 participants, 450 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire et 250 collaborateurs des groupes Crédit Agricole et Engie qui vous accompagnent au quotidien sur les sujets des transitions. J'ai le plaisir d'introduire ce webinaire et pour me présenter en un mot, je suis Pascal Bousquet, responsable de l'animation des marchés spécialisés pour Crédit Agricole Transition Énergie et j'ai le plaisir de vous présenter Lino Bannis. Bonjour. Qui est Energy Sales Trader chez Engie, et Michael Picut, qui est directeur entreprise et territoire également chez Engie. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Je vous remercie d'excuser l'absence de Gérard Biessy-Bonnet et je vais m'efforcer de présenter en son absence cette intervention. Tout d'abord, de remercier Engie de nous accueillir dans ses locaux aujourd'hui. Je ne vais pas présenter Engie, qui est un groupe de référence mondiale sur l'énergie bas carbone. Et je veux simplement rappeler quelques-unes des collaborations des groupes Crédit Agricole et Engie sur les sujets de transition. Et notamment du côté d'Engie, les efforts sur les projets d'énergie renouvelable que nous nous efforçons de financer au niveau du Crédit Agricole, projets éolien ou solaire par exemple, les réflexions et les travaux en cours sur l'accompagnement de la rénovation énergétique des bâtiments et peut-être aujourd'hui le sujet qui nous concerne, qui est l'actualité des marchés de l'énergie et la fourniture d'énergie au sens large. De rappeler simplement que le partenariat sur cette partie fourniture d'énergie entre le Crédit Agricole et Engie date de maintenant de 2 ans, presque jour pour jour. Et donc, malgré le contexte et les turbulences du marché d'il y a 2 ans, nous restons engagés, Crédit Agricole et Engie, pour accompagner les clients dans leur démarche de transition et de les accompagner aussi, c'est le thème du jour, sur leur fourniture d'énergie. Avant de laisser la parole à Lino, je voudrais simplement vous donner 3 informations pratiques. L'ensemble des inscrits à ce webinaire recevra le replay à l'issue. Nous prévoyons 30 à 35 minutes de présentation suivies de 10-15 minutes d'échange. Et enfin, nous vous solliciterons à la fin de présentation pour répondre à 2 questions et je me propose d'y revenir tout à l'heure. Lino, les participants ont hâte d'en savoir davantage sur l'actualité des marchés de l'énergie. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation des marchés de l'énergie. Alors, les présentations ont été faites. On va rentrer dans le vif du sujet, à savoir quels sont les fondamentaux aujourd'hui que l'on observe sur les marchés du gaz et de l'électricité. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'un fondamental sur un marché financier ? On parle en fait de tous les événements qui vont influencer le prix d'un actif. Donc pour les marchés du gaz et de l'électricité, on va parler de tous les événements qui vont influencer les cours du gaz et de l'électricité. Donc sur les marchés du gaz et de l'électricité, on identifie différents types de fondamentaux. Le premier, on va dire, c'est le plus commun, c'est la saisonnalité. Le fait qu'on consomme plus en hiver va faire que les prix du gaz et de l'électricité sont plus chers que les prix du gaz et de l'électricité l'été. Le deuxième fondamental va être tout ce qui touche la macroéconomie, qui va directement influencer les prix de la molécule de gaz ou de l'électron. Tous les phénomènes spéculatifs vont aussi avoir de l'incidence sur les prix du gaz et de l'électricité. Les phénomènes météorologiques, donc très ciblés, par exemple des vagues de froid ou des canicules, vont aussi influencer les cours du gaz et de l'électricité. Et enfin, les événements géopolitiques, comme vous pouvez le penser, vont directement influencer les prix de l'énergie. On pense par exemple à la guerre en Ukraine, à la situation en mer Rouge ou encore à la situation au Moyen-Orient.
Il y a bien évidemment des fondamentaux qui concernent les infrastructures gazières et d'électricité, comme par exemple des maintenances sur des gazoducs norvégiens ou des problématiques sur le parc nucléaire en France qui vont directement affecter les prix du gaz et de l'électricité. Et enfin, des phénomènes de corrélation sont bien connus sur les marchés de l'électricité, comme par exemple entre le charbon, le CO2, le gaz et l'électricité. Et bien évidemment, comme tout marché financiarisé, les variations d'offres et de demande sur les marchés influent directement les prix. On va se poser une question durant cette présentation et la question est la suivante. Sommes-nous sortis d'une crise de l'énergie ? Ce que vous avez sous les yeux, c'est le prix moyen par semaine de l'électricité baseload pour les contrat de livraison Cal plus 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que lorsqu'on achète de l'électricité, un contrat France Baseload Cal plus 1, on achète de l'électricité pour l'année qui suit, de janvier à décembre. Historiquement, ce sont les contrats les plus liquides et qui nous permettent de mieux identifier les variations des prix de l'énergie en général. En 2020, pour l'année 2021, les prix de l'électricité ont varié entre 38 € du mégawattheure et 52 € du mégawattheure, ce qui paraît beaucoup à première vue. Cependant, si on regarde dès l'année 2021 pour l'année 2022, les prix de l'énergie ont explosé pour passer de 60 € du mégawattheure à presque 350 € du mégawattheure en fin d'année et finalement clôturé aux alentours de 250 € du mégawattheure. Le contexte macroéconomique et la sortie de crise de Covid-19 ont fait que la demande de gaz naturel a énormément augmenté durant cette période, tirant les prix à la hausse. Le dernier pic que vous voyez en fin de graphique concerne en fait des problématiques sur des centrales nucléaires en France et qui donc ont fait exploser les prix de l'énergie. Cependant, c'est bien en 2022 que les prix de l'électricité et du gaz vont exploser pour passer de près de 120 € du mégawattheure pour atteindre 900 € du mégawattheure en moyenne sur une semaine en été et finalement clôturer aux alentours de 300 € du mégawattheure. Cette variation des prix de l'énergie a été rendue possible entre guillemets par une baisse importante des flux de gaz russes durant l'année, par des problématiques de corrosion sous contrainte sur des centrales nucléaires et enfin par une sécheresse et une canicule qui a touché l'Europe gravement. L'année 2023 a été plutôt une année de normalisation progressive par rapport à l'année 2022 et on peut voir que les prix de l'électricité sont passés aux alentours de 250 € du mégawattheure à 100 € du mégawattheure. Et aujourd'hui, on est ici. Donc, il est légitime de se poser la question, sommes-nous sortis d'une crise des prix de l'énergie ? Mais pour y répondre, il faut s'attarder plutôt sur les fondamentaux des marchés du gaz et de l'électricité, c'est-à-dire les événements physiques qui vont influencer directement les prix de l'énergie. Par convention, on va commencer sur les fondamentaux des marchés des gaz naturels qui ont énormément évolué depuis 2021. Et depuis 2021, je pense que vous l'avez en tête, les importations de gaz naturel en Europe ont énormément changé. Le graphique que vous avez sous les yeux représente l'évolution de l'offre de gaz en Europe en millions de mètres cubes par trimestre. Et on peut voir que par rapport à l'année 2021, l'année 2023 est complètement différente. En 2021, environ 25 à 30% des importations de gaz naturel en Europe venaient de Russie et 30% venaient de Norvège. Une partie était produite localement au large des UK et au large des Pays-Bas, ce qui concerne à peu près 15% de l'offre de gaz en Europe. Et enfin, 20% de l'offre de gaz en Europe venait du gaz naturel liquéfié, transporté par méthanier par divers centres de production, pays de production à travers le monde. Avec l'invasion russe en Ukraine et la chute des flux de gaz russes vers l'Europe, le mix gazier européen a drastiquement changé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où environ 4 à 5% des flux de gaz, de l'offre de gaz en Europe vient de Russie et 35% par conséquent du mix gazier vient de Norvège. Il y a donc beaucoup plus d'importance sur tout ce qui se passe au niveau du réseau gazier norvégien, au niveau des maintenances des gazoducs norvégiens qu'avant. Et enfin, la conséquence de ça, je pense que vous le voyez, c'est évidemment qu'il y a une explosion
de la part de l'offre du GNL dans le mix gazier européen. Alors Lino, vous nous montrez l'importance grandissante du GNL, gaz naturel liquéfié, dans l'offre en Europe. Et finalement, quelles sont les origines de ce gaz naturel liquéfié? Alors, les origines sont clairement identifiées et vous le voyez dans cette slide où vous voyez l'évolution de l'origine des importations du GNL en Europe, toujours en millions de mètres cubes par trimestre. Et je pense que vous avez bien vu sur ce graphique, il y a une couleur qui saute aux yeux, c'est la couleur du bleu foncé. En effet, les importations de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis ont explosé durant les 2 dernières années. Aujourd'hui, presque 60% du gaz naturel liquéfié importé en Europe provient des États-Unis. La conséquence de ça, c'est que dès qu'il y a une nouvelle sur une usine de production de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, il y a une incidence sur les prix du gaz qui peuvent réagir fortement à la hausse. Alors, un point important sur ce graphique que je tiens à mentionner, c'est que vous voyez qu'encore 17% des importations de gaz naturel liquéfié proviennent de la Russie. En effet, dans le graphique précédent, je vous montrais les importations russes transportées par gazoduc et non les importations transportées par gaz naturel liquéfié. Donc encore une grande partie provient de Russie. Et enfin, je tiens à mentionner le Qatar qui ne représente entre guillemets que 5% des importations de gaz naturel liquéfié en Europe, mais qui traduit le fait que le marché du gaz naturel liquéfié est un marché mondial. Donc, dès qu'il va y avoir des problèmes de production chez un pays, en fait, un méthanier qui est chargé de gaz naturel liquéfié va avoir le choix d'aller vers une place gazière ou une autre. Il y a donc une compétition qui s'installe petit à petit entre l'Asie et l'Europe pour les importations de gaz naturel liquéfié entre 2021 et 2023. C'est pour ça que lorsqu'on regarde le marché du gaz naturel liquéfié, il faut regarder tous les centres, tous les pays producteurs de gaz naturel liquéfié. Et un pays n'apparaît pas dans ce graphique, mais a toute son importance, c'est évidemment l'Australie. L'Australie représente 10% du gaz naturel liquéfié au monde, ce qui est une part non négligeable. Donc maintenant qu'on a ce tableau en tête, il est important de voir évidemment la demande de gaz naturel. Le gaz naturel en Europe sert principalement à se chauffer. Et vous le voyez dans ce graphique, vous voyez l'utilisation de gaz naturel en Europe, toujours en millions de mètres cubes par mois. Et on peut voir que la surface rose, qui représente la consommation du secteur résidentiel, donc principalement du chauffage, augmente tous les hivers. Et cela fait sens car tous les hivers, il fait plus froid, donc la consommation du secteur résidentiel augmente. Les deux autres utilisations du gaz naturel sont la génération d'électricité par des centrales électriques et enfin la consommation dans le secteur résidentiel. Depuis le début de l'année 2024, la consommation de gaz en Europe est plutôt faible. Le graphique que vous avez sous les yeux représente l'évolution de la demande de gaz en Europe depuis le début de l'année. La courbe en bleu foncé représente la demande 2024 et on peut voir qu'elle est bien en dessous de la demande maximale minimale de gaz entre 2020 et 2023. C'est un événement à prendre en compte lorsqu'on suit les marchés du gaz et de l'électricité. La demande est plutôt faible, ce qui a plutôt tendance à tirer les prix à la baisse. Un autre point est très important sur les marchés du gaz, étant donné que l'offre de gaz n'est pas constante durant toute l'année, il faut regarder les stocks de gaz en Europe. Le marché du gaz réagit énormément au taux de remplissage de ces stocks de gaz. Ces stocks de gaz sont devenus très stratégiques au fur et à mesure des années et le taux de remplissage va plutôt avoir une tendance haussière ou baissière sur les prix du gaz. Comme vous pouvez le voir, en 2022, nous avions des stocks de gaz qui étaient plutôt bas. Nous étions sur le bas de la courbe max-min 2017-2023. Cependant, avec des efforts à l'échelle européenne et une sobriété énergétique et une efficacité énergétique, la demande en gaz a diminué et on a essayé d'injecter dans les stocks de gaz en Europe massivement pour avoir en 2023, la courbe que vous voyez en jaune, des stocks de gaz plutôt élevés.
L'année 2024 est encore plus confortable. On vient de traverser l'hiver avec des stocks de gaz historiquement hauts et on entre dans une période d'injection de stock dans les stocks de gaz en partant du coup d'un niveau très confortable. Tous ces événements vont avoir une incidence donc sur les prix du gaz à livraison Cal+1. Donc là, le graphique que vous voyez, c'est un peu le même graphique que vous avez vu pour l'électricité en introduction. Vous voyez l'évolution du prix du gaz pour les livraisons Cal+1. Nous sommes en bas à gauche pour la livraison Cal 2025, donc c'est la courbe avec des triangles, et on peut voir que les prix du gaz sont bien en dessous de l'année 2022 et 2023 pour les livraisons 2023 et 2024. Donc il semble qu'on sorte tout doucement de cette crise de l'énergie pour le gaz, même s'il y a encore du chemin à faire. Alors merci Lino pour ces éléments sur le marché du gaz. On dit très souvent que les cours du gaz et de l'électricité sont corrélés. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de l'électricité et quels sont les fondamentaux qui guident ce marché? Alors oui, les marchés du gaz et de l'électricité sont par construction corrélés. Donc ce système est un système qui s'appelle le Merit Order. Je ne m'attarderai pas dessus durant cette présentation, mais il faut garder en tête que les marchés du gaz sont corrélés à celui de l'électricité. C'est pour ça que vous aviez eu en introduction des courbes similaires qui montraient l'évolution du prix de l'électricité. Aujourd'hui, les fondamentaux des marchés de l'électricité sont assez pluriels. En effet, on a un mix électrique en Europe qui a beaucoup bougé depuis les 20 dernières années. On est dans une situation aujourd'hui où encore 20% de notre électricité est produite à partir de gaz, ce qui crée en fait la corrélation entre les prix du gaz et ceux de l'électricité. 20% de notre électricité, environ 20% en Europe, provient des centrales nucléaires et 17% encore provient de centrales à charbon. Le reste, c'est de l'énergie renouvelable, à savoir de l'hydroélectricité, de l'éolien, du solaire, de la géothermie et de la biomasse. Étant donné que ce mix électrique est assez pluriel, il va y avoir plusieurs fondamentaux à observer, étant donné que le mix électrique est différent selon tous les pays. Alors justement, à propos de mix entre l'Europe et la France, est-ce qu'il est différent? Parce que finalement, la présence de centrales nucléaires en France peut modifier ce mix. Qu'en est-il? Quelles sont les répartitions? Exactement. Le mix électrique en France est bien évidemment très différent du reste de l'Europe, avec une importance presque capitale du parc nucléaire dans le mix électrique français. Donc le graphique que vous avez, c'est l'évolution du mix électrique annuel français d'électricité en térawattheure, et il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Donc depuis 2015, on peut voir déjà que la part du nucléaire dans le mix électrique français est très importante, aux alentours de 80%. Cependant, entre 2021 et 2022, on peut voir que la production par les centrales nucléaires françaises a drastiquement chuté et la part est devenue beaucoup plus faible dans le mix électrique français. Cela vient du fait qu'en 2022, beaucoup de centrales nucléaires ont eu des problèmes de corrosion sous contrainte et ont dû réduire leur production d'électricité. Il y a eu beaucoup d'incidences sur les marchés de l'électricité. Pour la France, l'un des premiers changements a été que la France est devenue importatrice nette d'électricité. Une situation qui n'était pas arrivée depuis plus de 20 ans et qui a fait, vous le voyez avec la courbe en pointillé en bas du graphique, qui a fait que les importations nettes d'électricité sont devenues positives. Historiquement, la France est exportatrice d'électricité. À mentionner durant l'année 2022 la possibilité d'exporter du gaz en échange d'importer de l'électricité en France. En effet, on remarque que la France a exporté du gaz naturel vers ses voisins en échange d'importer de l'électricité. C'est une prouesse technique qui a été rendue possible par des plans gouvernementaux et qui a fait qu'on n'a pas eu de blackout. En France, nous n'avons pas eu de problématiques majeures à très court terme sur les réseaux électriques et la situation est restée sous contrôle.
Depuis 2022, la situation est en train de se normaliser et on peut voir qu'entre 2022 et 2023, déjà les importations sont revenues à la hausse et la production du parc nucléaire est revenue aussi à la hausse. Un autre élément que nous regardons beaucoup sur les marchés de l'électricité, c'est les évolutions du cours du CO2. En effet, depuis 2020, les cours du CO2 sont passés d'environ 20 € la tonne à presque 100 € la tonne. Alors, le marché des quotas de CO2 est un marché qui était plutôt embryonnaire il y a encore quelques années et qui prend de plus en plus d'importance pour construire les prix de l'électricité. Depuis les accords de Fit for 55 qui cherchaient à faire en sorte que la production d'électricité en Europe soit à 55% d'origine renouvelable d'ici 2030, le cours du CO2 a explosé. Le cours du CO2 est directement intégré dans le coût de production d'électricité par des centrales à charbon ou par des centrales à gaz naturel et donc va directement influencer le prix de l'électricité. Donc la volatilité du cours du CO2 va être un nouveau phénomène générateur de volatilité sur les marchés de l'électricité. Lorsqu'on parle de CO2, on parle aussi évidemment d'énergie renouvelable. Le mix électrique en Europe a été marqué par la pénétration grandissante des énergies renouvelables dans leur mix électrique. On peut voir en 2008 qu'environ 20% de l'électricité provenait des énergies renouvelables, tandis qu'en 2022, presque 41% de l'électricité venait d'énergies renouvelables. Je n'ai pas mentionné l'année 2023, étant donné que nous n'avons pas encore toutes les données de tous les pays européens pour établir un mix électrique fiable. Cependant, on sait qu'il y a encore une pénétration grandissante des énergies renouvelables dans le mix électrique. Il va y avoir une conséquence drastique sur le court terme de cette pénétration des énergies renouvelables qui va se faire sentir car la production d'énergie renouvelable est assez chaotique. En fait, on dit qu'elle est non pilotable, elle n'est pas pilotable, donc on ne peut pas l'enclencher quand on veut. Et la production d'énergie électrique qui va être injectée dans le réseau va être assez chaotique. Ce qui fait que la part des ENR dans le mix électrique, par exemple français, depuis le début de l'année, peut passer de 20% à 40%. C'est ce que vous voyez dans ce graphique avec la courbe en pointillé qui représente la part des ENR dans le mix électrique français qui était aux alentours de 20% au début de l'hiver et qui a atteint pratiquement 40% fin mars, début avril. Les conséquences de tous ces fondamentaux vont être un peu les mêmes que ceux du gaz. Il semble que nous sommes dans une normalisation des prix de l'électricité. Cependant, nous sommes encore sur des niveaux qui sont assez élevés. Nous sommes aux alentours aujourd'hui de 80 € du mégawattheure pour la livraison de France Baseload Cal+1 et les fondamentaux sont clairement identifiés avec toujours du risque sur ces fondamentaux. Donc, la sortie de crise semble s'entamer, mais il y a encore des fondamentaux qui posent encore beaucoup de risques. Alors merci pour tous ces éléments, Lino. Pour les dirigeants d'entreprises qui sont avec nous, finalement, de l'ensemble de ces éléments, quels sont ceux qu'il faut suivre, surveiller sur les marchés de l'électricité et du gaz en Europe? Alors, pour résumer, on va regarder les éléments clés à surveiller sur les marchés de gaz et de l'électricité. Les premiers événements que nous surveillons aujourd'hui et qui influent directement sur les cours de l'électricité et du gaz sont tous les indicateurs macroéconomiques et la situation géopolitique. La situation géopolitique, par exemple au Moyen-Orient, est très incertaine et il y a beaucoup de risques, ce qui perturbe potentiellement les livraisons de gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar et donc directement les cours du gaz et de l'électricité. La situation en Ukraine est toujours problématique étant donné que encore 17% du gaz naturel liquéfié provient de Russie et 5% du gaz en Europe provient de Russie. Donc toute situation, toute alliance avec l'Ukraine qui impliquerait un ban des importations de gaz russe vers l'Europe peut drastiquement faire partir les cours du gaz à la hausse. Les évolutions climatiques sont aussi importantes
étant donné que nous avons une consommation d'électricité et de gaz qui est dite thermosensible, donc des températures chaudes peuvent tirer la consommation de gaz et d'électricité à la baisse et donc également tirer les cours de l'électricité et du gaz à la baisse. Et il y a bien évidemment tous les fondamentaux classiques du gaz et de l'électricité, à savoir les évolutions sur les infrastructures de production et de livraison de GNL, étant donné que le GNL a pris de l'importance durant ces dernières années, les taux de remplissage de stocks de gaz, étant donné que ces stocks de gaz sont stratégiques pour l'Europe, et enfin les fondamentaux classiques de l'électricité, la santé du parc nucléaire en France, les évolutions des cours du CO2 et la production d'énergie renouvelable. Merci beaucoup Lino pour cette présentation. Je vais maintenant me tourner vers Michael et peut-être la question pour les dirigeants d'entreprise qui sont avec nous, entreprises du suivi accompagné par le Crédit Agricole, c'est comment Engie peut apporter un conseil sur les stratégies d'achat d'électricité et de gaz par exemple. Oui, alors bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence, merci Lino pour cette présentation très détaillée du marché. Alors déjà, Engie et le Crédit Agricole, je pense qu'on a un ADN commun et c'est la proximité, c'est le maillage territorial. Vous avez forcément près de chez vous une agence du Crédit Agricole et vous avez également forcément près de chez vous un commercial d'Engie qui se tient à votre disposition pour échanger. Alors, comme l'a évoqué Lino, après le Covid, au cours des années 2022-2023, on a vécu une crise et en fait cette crise, c'est un véritable choc de conscience que le marché a vécu et ça a finalement montré que l'énergie, l'électricité notamment, on passait d'une gestion d'une commodité qui était une faible volatilité, abondante, un prix bas, à un sujet véritablement stratégique pour les entreprises avec un risque de manque parfois, on l'a vu avec les centrales nucléaires et la baisse de la production, avec une volatilité importante et des prix qui peuvent atteindre des niveaux impressionnants. Et donc aujourd'hui, vous les décideurs, dans ce nouveau paradigme, dans ce nouveau marché, vous devez appréhender ces nouveaux sujets qui vont être de piloter sa consommation, de connaître sa consommation, qui vont être de verdir sa consommation et de décarboner sa consommation. Et puis également, nous n'entendons pas, le micro est trop loin. Est-ce que vous m'entendez ? Donc, vous, chef d'entreprise, trois enjeux, piloter sa consommation, définir son prix, trouver le moment, quand est-ce que j'achète, pourquoi j'achète, un prix fixe, un prix indexé, et puis décarboner sa consommation. Et donc aujourd'hui, vous allez suivre, vous suivez peut-être déjà, deux budgets différents. Un budget en euros, c'est un peu le prix fois la consommation, et puis un budget en carbone. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, l'ensemble des équipes d'Engie vont pouvoir vous accompagner sur ces différents sujets. Piloter sa consommation pour vous, entreprise, TPE, PME, PMI, quelle que soit l'activité, ça va être notamment via des outils digitaux de savoir qu'est-ce que je consomme, quand est-ce que je consomme. Est-ce que je consomme plus, moins que l'année précédente, que mes pairs? Et donc là, on va mettre en place toute une gamme d'outils digitaux, également des energy managers qui vont pouvoir vous accompagner sur la connaissance de votre consommation. C'est un programme qu'on appelle Vigie et qui va vous permettre d'avoir cette première information. La seconde information, c'est le prix. On est sur un marché où les prix sont plus hauts qu'avant crise. On est sur une nouvelle normalité. La volatilité est toujours là. Et donc, on va devoir se poser la question de qu'est-ce que j'achète, comment j'achète. On a toujours des prix fixes. On peut signer des prix fixes sur le long terme. Ça peut être une solution, mais ça peut également être un enjeu. Toujours pas de micro. On peut acheter en prix fixe. Ça peut être une solution. Le désavantage d'un prix fixe signé long, c'est qu'on perd cette connexion au marché et donc, par exemple, on ne peut pas profiter d'éventuelles baisses du marché. Donc, avoir une part d'indexation dans son marché et dans sa fourniture peut être extrêmement importante. Et puis également, le caractère vert, décarboner son énergie. Alors décarboner son énergie, ça peut passer notamment par des énergies renouvelables et du biométhane pour le gaz en premier lieu. Engie est le premier producteur de biométhane en France. Mais il y a également des choses qui peuvent être un petit peu plus méconnues. Mais par exemple, il faut avoir en tête que les heures les plus chères du mix français sont également les plus carbonées. Et donc, quand les heures et les intermittents, les énergies renouvelables tournent à plein,
nous avons des heures qui sont du coup très peu chères. Donc finalement, on voit que quand on est un décideur aujourd'hui économique et qu'on s'adresse et qu'on souhaite adresser le marché de l'énergie, il faut avoir en tête ces différents sujets qui sont un peu plus complexes et un peu plus complets que ce qu'on pouvait auparavant appréhender avant cette crise. Et donc les équipes d'Engie vont pouvoir vous accompagner sur ces 3 points, la maîtrise de la consommation et la connaissance de la consommation, comment déterminer son prix, quel budget, quelle cible de prix, et puis comment décarboner son énergie. Donc je vous invite vraiment à nous contacter à l'issue de ce webinaire pour pouvoir être accompagné par nos équipes d'Engie. En tout cas, avant de passer à la séance de questions et réponses, vous allez voir à l'écran 2 questions qui vont apparaître. Donc, une première sur la satisfaction par rapport aux éléments qui ont été présentés sur les marchés de l'électricité et du gaz, sur l'intervention de Lino Bannis, et encore désolé pour celle de Michael, à laquelle vous n'avez pas pu participer. Donc une première question sur la satisfaction, et une deuxième question qui va vous parvenir quelque part, vous permettant de solliciter un rendez-vous, un entretien personnalisé avec les équipes d'Engie pour vous guider sur votre stratégie d'achat en matière d'énergie, électricité ou gaz. Donc vous serez en mesure de répondre par oui ou par non, voilà, pour pouvoir solliciter un échange avec les équipes d'Engie. Et maintenant, je me propose de passer à la séance de questions-réponses. Alors nous avons eu beaucoup de questions qui sont arrivées avant le webinaire, mais peut-être la première pour Lino serait donc quelle tendance d'évolution des prix de l'électricité et du gaz se dégage à moyen terme, à 5 ou 10 ans, quelle tendance en Belgique, par exemple, Espagne, Portugal ou à l'échelle de l'Europe? Alors, plusieurs questions dans cette question. Le premier point à mentionner, c'est que définir une tendance à 5 à 10 ans est très compliqué aujourd'hui. En effet, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup d'événements qui peuvent changer déjà pour l'année prochaine, donc créer une tendance à 5 à 10 ans paraît très compliqué. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que théoriquement, durant les 2 à 3 prochaines années sur les marchés du gaz naturel liquéfié, nous allons avoir une offre supplémentaire, étant donné que la production de gaz naturel liquéfié devrait augmenter durant les 2 à 3 prochaines années. Enfin, la deuxième partie de la question concernant plutôt ce qui se passe en Europe est une question qui historiquement a déjà eu son importance. En fait, l'évolution des prix de l'électricité en Europe est plutôt globalement la même. En revanche, on va avoir une évolution qui va être un petit peu haussière, par exemple en Allemagne, et baissière en France, mais la tendance va rester la même. Ce que je veux dire par là, c'est que certains pays vont varier un petit peu différemment, mais la tendance globale en Europe restera la même, que ce soit en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne ou aux Pays-Bas. Voilà, pour les questions suivantes, on aura un sujet, si vous pouvez me les afficher sur le dispositif de l'ARENH. Quel serait et c'est pour Michael, quel serait le dispositif remplaçant l'ARENH? Alors, est-ce que vous m'entendez déjà? Je ne sais pas si on peut le confirmer sur le chat. Parce que je pense que ma dernière intervention n'a pas été entendue du tout. C'est bon, merci Marina. Alors, effectivement, le dispositif post-ARENH. Alors, en fait, à l'issue de cette crise, l'Europe a décidé de travailler sur une refonte du market design, et en France, ça coïncide avec la fin de l'ARENH au 31/12/2025. Aujourd'hui, ce qu'on sait de ce dispositif post-ARENH, c'est qu'il s'agira d'une captation de valeur qui sera reversée aux clients sur un volume qui reste encore inconnu. On connaissait le volume dédié à l'ARENH auparavant, on ne connaît pas le nouveau volume. Avec des seuils et des pourcentages de reversion qui commenceraient aux alentours de 78 € jusqu'à 110 €. Et donc en fait, on voit qu'aujourd'hui, dans un marché de l'électricité 24, 25, 26 qui se situe grosso modo sur le marché entre 70 et 80 €, je parle sous le contrôle de Lino en baseload en France, on voit que de toute façon, on serait plutôt sur un dispositif de type assurantiel qui viserait à protéger en cas de hausse importante
et de volatilité importante des prix, mais qui, sur les circonstances, le moment aujourd'hui, n'aurait pas d'impact en fait sur une facture. Donc le client serait sur le marché dont évoquait les paramètres et les fondamentaux Lino. Si je peux simplement préciser quelques petits points de mon intervention précédente, pour vous les décideurs, aujourd'hui il y a 3 choses qu'il faut vraiment avoir en tête dans l'achat d'énergie, dans la contractualisation de l'énergie. C'est le pilotage et la connaissance de sa consommation. Non mais, il n'y a plus de son non plus visiblement. Pas de chance ce monsieur. C'est ok. Bon, écoutez, connaître sa consommation et la piloter, choisir quand acheter de l'énergie, et on peut certes acheter du prix fixe, mais avoir une part de marché dans sa formule de prix, ça permet également de coller au marché et donc de rester sur un marché concurrentiel, de rester compétitif sur un marché concurrentiel français et européen. Et puis également, en dernier lieu, ça va être de décarboner sa fourniture pour aller adresser ce budget carbone que vous, de plus en plus, vous allez suivre. Et donc, ce budget carbone, il peut s'adresser bien sûr avec du biométhane en gaz. Engie est le premier producteur de biométhane en France, mais également, par exemple, en décalant sa consommation en cours de journée. On oublie souvent, mais l'heure la plus chère du mix électrique français est également la plus carbonée. L'inverse est vrai, consommer sur une heure moins chère et également une heure où les énergies renouvelables tournent à plein et donc où la valeur carbone est la plus faible sur un mégawattheure consommé. Merci Pascal. Alors une question peut-être Michael autour des tarifs. Est-ce qu'ils sont négociables en cours de contrat? Et ça va peut-être ramener à votre intervention tout à l'heure sur l'accompagnement des dirigeants en matière de stratégie d'achat. Alors effectivement, globalement, on a 2 types de prix. On a un prix fixe sur une durée et un prix indexé. Alors quand on signe un prix fixe avec un fournisseur d'énergie, le fournisseur va, pour le compte du client, réserver sur les marchés cette quantité-là à ce prix-là. Et donc effectivement, quand on a un contrat ferme sur 1 an, 2 ans, 3 ans, on doit aller au terme de ce contrat. Une résiliation sans frais n'est pas possible sur un prix fixe. En revanche, quand on est sur un prix indexé, tout ou partie indexée, effectivement, en cours de contrat, avec l'interlocuteur commercial, on va pouvoir travailler, se fixer des cibles de prix, se fixer un budget prévisionnel et donc aller acheter en plusieurs fois. C'est comme ça que fonctionne le marché, c'est ce que font les traders sur des volumes très importants et c'est aussi ce qu'on peut proposer à nos clients, d'aller acheter en plusieurs fois pour finalement minimiser le risque de faire une très mauvaise affaire ou une très bonne affaire, en tout cas de rester collé au marché et de rester compétitif sur un marché. Question pour Lino, peut-on acheter ou vendre de l'électricité au prix spot? Alors, la question pour acheter de l'électricité ou vendre au prix spot, factuellement oui, il est possible d'acheter ou vendre de l'électricité sur le marché spot. Maintenant, ces achats et ces ventes d'électricité sont réservés pour des très gros acteurs sur le marché. En revanche, il existe des contrats qui permettent de s'indexer sur le cours du spot. Et ça, c'est une chose qui est bien différente que d'acheter ou vendre de l'électricité sur le marché spot, qui sont vraiment des possibilités qui sont réservées uniquement pour des très gros acteurs, des très gros producteurs ou des très gros consommateurs de gaz et d'électricité. Question suivante. Toujours pour Lino, à quelle période de l'année devons-nous renégocier les contrats? Est-il pertinent de renégocier maintenant nos tarifs d'électricité pour janvier 2026? Alors, la question à 1 million, je pense. Je pense que c'est un choix qui doit être fait avec des commerciaux côté fournisseurs de l'énergie, côté Engie, pour discuter au niveau budget, au niveau avancé des négociations, contrats et sécurisation des contrats de livraison de l'énergie. Ce n'est pas une question en fait qu'on ne peut répondre simplement par oui ou par non, et elle est très spécifique en fonction des demandes des clients, des besoins des clients. Alors, une question intéressante pour Michael. Est-il avantageux, intéressant de changer de fournisseur compte tenu de la situation actuelle et sur quels critères choisir son fournisseur d'électricité? Alors,
effectivement, sur quels critères choisir son fournisseur en fait, j'aurais tendance à dire, ça rejoint un peu mon intervention précédente j'espère que vous allez entendre dans le replay, qui est de dire, avant la crise, en fait, on était sur un marché faible volatilité, prix relativement bas, abondance d'une offre. Et donc, finalement, on aurait pu penser que finalement, l'unique différence entre un fournisseur A et un fournisseur B, ça pouvait être le prix. Je pense que la crise nous a montré, et la volatilité du marché actuel, la complexité du marché actuel, nous montre qu'aujourd'hui, choisir un fournisseur, c'est aller trouver une expertise, une écoute, une proximité, quelqu'un qui va trouver une offre qui va être adaptée à chaque client. On peut décider de partir sur un prix fixe, sur un prix indexé, de décarboner à plus ou moins long terme. Et par nature, le fait de se rapprocher du marché, le fait de connaître ses fondamentaux, ça va nécessiter un vrai accompagnement d'une équipe commerciale, d'une équipe clientèle également. Et donc, chez Engie, Entreprises et Collectivités, on a cette proximité, on va pouvoir vous apporter cette expertise marché, cette fiabilité aussi d'un fournisseur, que ce soit sur la vie du contrat, la facturation et l'ensemble des actions de la vie du contrat. Donc finalement, j'aurais tendance à dire qu'on va aller chercher aujourd'hui chez un fournisseur du conseil, de l'innovation et beaucoup d'expertise. Et je pense que c'est sur ces critères-là en fait, qu'il va falloir choisir son fournisseur à partir de 2024. Je ne sais pas lequel de vous deux veut prendre la question suivante liée au gaz. En tout cas, c'est une question qui a trait aussi, qui introduit les sujets de géopolitique. Pour la Russie, essaie-t-on encore de réduire notre dépendance finalement? Oui, très bonne question. Alors, comme vous avez vu sur la présentation, encore 17% du GNL vient de Russie et environ 5% de l'offre de gaz vient de Russie pour du gaz qui est transité par gazoduc. Il y a encore des objectifs de l'Union européenne de se détacher complètement de cette dépendance russe, mais évidemment, vous vous en doutez, l'Union européenne est très plurielle. Il y a divers avis et certains pays sont beaucoup plus dépendants du reste de gaz russe que d'autres. Je pense par exemple à des pays comme l'Allemagne qui a encore une grande dépendance au gaz pour produire de son électricité. Et donc oui, il y a des tentatives pour réduire encore cette part de gaz russe du mix gazier européen, mais c'est très difficile. Toujours est-il que chaque intervention de l'Union européenne concernant le sujet a directement une incidence sur les marchés. Et en général, ce n'est pas une incidence à la baisse, étant donné que ce sont plutôt des signaux d'une volonté de réduire cette dépendance au gaz russe. On arrive quasiment au terme de cette présentation. Alors peut-être prendre encore une ou deux questions. La sortie de crise ne se fera-t-elle pas en sortant du lien prix de l'électricité, prix du gaz et grâce à l'avantage de notre mix nucléaire? Alors, sauf si tu veux prendre la question, Mickaël. Non, je pense qu'on a. Alors oui, je pense qu'effectivement, c'est toute la réflexion du nouveau market design européen qui est en cours. C'est comment décorréler le prix du gaz, le prix de l'électricité. On a une exception française, une spécificité française qui est ce mix nucléaire. Lino en a parlé, qui est très différente du reste du mix européen. On a également une très forte pénétration du renouvelable en France. Et donc finalement, ça rejoint une autre question qu'on a juste après, qui était sur les prix négatifs. On va gérer cette intermittence en France et l'intermittence est par définition, on ne peut pas la prévoir et donc ça va générer parfois des prix négatifs sur le marché. Et donc, est-ce que c'est une source d'opportunité pour un client? Oui, c'est vrai que si on est en capacité de connaître sa consommation, de la visualiser et de la piloter, on peut décider de consommer à des moments de la journée où les prix seront inférieurs. On va pouvoir faire référence aux offres dont parlait Lino, qui sont des offres indexées sur le spot horaire. Donc oui, finalement, cette décorrélation entre le gaz et l'électricité, elle est en cours au niveau européen. Et vraiment, sur la partie française, on a tout un nouveau programme de nucléaire qui va apporter des nouvelles capacités en France. Mais on a aussi cette augmentation des capacités productibles intermittentes qui vont apporter aussi un nouveau marché, une nouvelle courbe de prix. Et on va pouvoir l'étudier avec vous. Et si vous êtes en capacité de décaler cette consommation, il y a forcément des choses à étudier. Voilà, je vais peut-être conclure ce webinaire tout simplement pour vous remercier l'ensemble des participants pour votre intérêt au thème qui a été présenté aujourd'hui. Remercier les équipes d'Engie
qui ont réalisé ces interventions. Peut-être de rappeler, je l'introduisais au début de mes propos, voilà l'accompagnement du Crédit Agricole et de Crédit Agricole Transition Énergie sur ces sujets, et notamment les sujets réglementaires comme la CSRD ou encore le bilan carbone, pour lesquels nous avions eu 2 précédents webinaires avec notre partenaire stratégique qui est R3. Je veux souligner aussi, vous l'avez dit Michael, la présence de nos équipes en région qui sont présentes pour vous accompagner, dirigeants d'entreprise, sur l'ensemble de ces sujets de transition, et le cas échéant pour des sujets de stratégie d'achat d'électricité ou de gaz, eh bien, c'est de faire appel à nos équipes. On fera bien le lien avec celle d'Engie pour pouvoir vous appuyer, vous aider sur ces différents sujets. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.